ce que je voulais vous dire juste en petite introduction, c'est pour vous parler des pôles automobiles et mobilité, donc, qui sont les organisateurs de ce webinaire. Nous sommes 4 pôles qui représentent 4 écosystèmes d'innovation sur tout le territoire français. Ces écosystèmes concentrent plus de 70% des emplois et des chiffres d'affaires de la filière en France. Nous avons au sein de ces 4 pôles plus de 1500 membres, dont 65% sont des PME, PMI. Et puis, en 15 ans d'existence, nous avons labellisé plus de 1500 projets de recherche et développement qui correspondent à un investissement R&D de plus de 4 milliards d'euros. Donc, c'est juste pour vous donner quelques chiffres sur ce que représentent ces pôles de compétitivité, qui sont vraiment le bras armé de la PFA sur les régions et qui sont là pour décliner le contrat stratégique de filière automobile sur les territoires qui concentrent l'activité automobile et mobilité en France. Et donc, je vous rappelle les 3 axes de ce contrat stratégique de filière. Le premier axe, c'est un axe innovation, R&D, où les pôles soutiennent la PFA dans le déploiement des besoins d'innovation de la filière. Un deuxième axe qui est la compétitivité et la performance industrielle, et les pôles de compétitivité sont aussi mobilisés puisque nous avons tous fusionné avec les associations régionales de l'industrie automobile. Et le troisième axe, c'est l'axe des compétences et des emplois, où nous participons aussi activement dans le cadre du projet ACE. Et vous voyez bien que le sujet qui nous occupe aujourd'hui, qui est l'électronique de puissance, va bien avoir une transversalité sur ces 3 axes. L'axe innovation, bien sûr, l'axe compétitivité et l'axe compétences et emploi. Et c'est pour cette raison que nous vous le proposons aujourd'hui. Voilà pour cette petite introduction. Je vous rappelle les règles pour ceux qui nous ont rejoints au dernier moment. Coupez vos micros, coupez vos caméras et les questions-réponses se font uniquement via le chat. Rémi, Joren, la parole est à vous. Merci. Est-ce que... Oui, merci Marc. Donc, bonjour et bienvenue à vous tous. C'est un plaisir de voir que vous êtes maintenant très nombreux à nous suivre. Nous allons donc faire une intervention à 2 voix, puisque le travail qu'on va échanger avec vous a été construit sur les 2 filières, donc la filière automobile, la PFA, et puis la filière électronique. Nous avons choisi donc de partager avec vous un travail qui a été construit au début de cette année sur les perspectives de l'électronique de puissance qui vont représenter une formidable opportunité pour l'industrie française. Donc aujourd'hui, ce qu'on va partager avec vous, c'est un état des lieux, des perspectives sur la décennie qui vient, donc d'ici 2030, de façon à avoir un partage le plus large possible. Et puis, ça sera de nature à associer ceux qui s'y intéressent aux prochaines étapes, puisque à partir de ces perspectives, on est en train de travailler sur une mise en œuvre sous forme de plan d'action qui mobilisera les 2. On peut passer à la planche suivante. Alors, si elle peut passer la planche suivante. On est en panne. Je suis toujours sur la planche. Je suis passé à la planche numéro 5. Donc je confirme qu'on voit bien la planche numéro 5. Il y a parfois un peu de latence en fonction des connexions. Bon, écoutez, moi je la vois pas, mais bon, dans ce cas-là, je vais la décrire quand même. Alors, on a fait une étude avec le BIPE, là, qui est un organisme qui construit les perspectives de marché entre les différentes motorisations. Donc, l'industrie française en fait partie, mais on associe également d'autres acteurs. Et puis, on a d'autres sources qui complètent ce que vous pouvez voir à l'écran, que je ne vois toujours pas en ce qui me concerne. Donc, ce que dit l'étude, c'est que sur la décennie, il va y avoir une montée en puissance très forte des véhicules électrifiés
Donc, ça va de l'hybridation légère, au full hybride, à l'hybride rechargeable et au véhicule électrique. Donc, sur la planche, vous voyez se déformer les différentes parts de marché. Et à droite, vous avez indiqué ce qui serait électrifié en 48 volts et ce qui serait électrifié en haut voltage. Donc, au passage, je ne vois toujours pas la planche, hein. Donc, j'espère que tout le monde la voit. Je Ça y vais. est. Enfin, Ça dépend. Il y en a certains apparaît. qui la voient, d'autres pas. Donc, c'est les fameux soucis techniques qu'on craignait. Je vais recharger le partage pour que ça puisse fonctionner. On va recommencer. Je vais repartager le document en espérant que ça puisse. Hop. Oui, il y avait des différences entre les différentes moyens de réception. Là, je le vois. Repartager la planche numéro 5. Est-ce que c'est bon pour tout le monde maintenant, surtout pour toi, Rémi? Oui, c'est le cas. Non, on ne voit pas. Je me donc, permets pour terminer l'explication, donc ce qu'on voit, c'est que... Ah. Oui, il semblerait que quelques personnes aient un problème. Bon, je vais continuer quand même l'explication. Donc, en tout cas, ce que l'on voit, c'est que en 2030, le 70% du marché mondial sera électrifié, jusqu'à 50% utiliserait plutôt le 48 volts. Il y a également un point important, dans ce marché monde, la Chine, vous le savez, est devenue le premier marché automobile. Mais à ces dates-là, on devrait avoir 8 millions de véhicules 100% électriques, c'est-à-dire la moitié du marché. Alors, si maintenant on fait un zoom sur une région qui nous est plus proche et plus importante, qui est l'Europe, donc ça c'est la planche numéro 6, dans ce cas précis, c'est pas 70% du marché, c'est 100% qui sera électrifié. Ce qui signifie que sur chacune des voitures vendues, il y aura un onduleur, un chargeur, plutôt un convertisseur DC au moins, puisque ça on peut avoir 2 onduleurs et 2 DC-DC. Ça, c'est sur la totalité des véhicules vendus. Et puis, pour ceux qui sont rechargeables, donc les véhicules électriques et les hybrides rechargeables, et bien dans ce cas-là, il y aura en plus un onduleur, ce qui devrait concerner le tiers des véhicules. Donc, je ne vois toujours pas, moi, la planche numéro 6. J'espère que je ne suis pas tout seul. Elle est bien affichée, Rémi, malheureusement. Apparemment, oui, ça. Pas pour tout le monde. Bon, ok, je vais passer à la planche 7. Alors, si on regarde maintenant à quoi sert l'électronique de puissance dans ce dispositif, eh bien, ça, je pense que la plupart d'entre vous le connaissez, mais finalement, l'électronique de puissance, elle sert à gérer les flux entre les sources d'énergie et les consommateurs. Et donc, l'électronique de puissance, elle va permettre de transformer du courant continu en courant alternatif. Donc ça, ce sont donc les onduleurs. Transformer du courant continu en courant continu avec une tension différente. Ça, c'est les convertisseurs DC-DC. Ou transformer du courant alternatif en courant continu, ça, ce sont donc les redresseurs ou les chargeurs. Donc, on a affaire finalement à 3 familles de produits. Les onduleurs ou inverteurs, les convertisseurs DC-DC et les chargeurs embarqués, mais pas seulement, donc AC-DC. Et si on regarde l'application au monde automobile, qui est la planche numéro 8, eh bien, alors, vous voyez, on va avoir une grande variété d'architectures. On n'a pas voulu être exhaustif parce que les ingénieurs sont très créatifs. On a 2 grandes familles en définitive. On a les familles qui sont hybrides avec différents degrés, qui peuvent avoir un ou plusieurs moteurs et donc un ou plusieurs onduleurs. Et puis les familles qui sont rechargeables, donc les véhicules électriques ou les véhicules hybrides rechargeables.
Vous voyez à l'écran, donc on vous montre par les couleurs quand est-ce qu'on utilise les différents produits qu'on a cités. Et puis, on a fait figurer pour les véhicules qui sont rechargeables également l'autre partie, qui est la partie borne de recharge, laquelle peut être soit faite pour fournir directement du courant continu, soit fournir du courant alternatif, lequel va ensuite à bord être utilisé un chargeur embarqué pour alimenter les batteries. Donc, c'est également un point très très important, hein, c'est donc, je l'ai dit, tous les véhicules vendus en 2030 auront un onduleur et un convertisseur DC-DC. Et puis, pour les véhicules rechargeables, qui fera au moins le tiers, il y aura aussi en face des bornes, sachant qu'il faut considérer on considère une borne de recharge pour 10 véhicules, ça c'est les bornes publiques, auxquelles il faut encore ajouter les wallbox. Donc on voit tout de suite qu'il va y avoir une explosion du marché pour toute cette technique de puissance. Donc je vais passer maintenant la main à Joren, qui va vous donner l'écho côté filière électronique de la grosse transformation qu'il y a sur l'électronique de puissance. Joren, je te passe la main. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Joren, on t'entend bien, c'est parfait, merci. Très bien. Donc, le plus important dans cette transformation vers la mobilité électrique, c'est certainement aussi une technologie qui nous met en capacité de réduire taille, coût et poids de l'électronique pour rendre les voitures électriques et hybrides compétitives. Et je parle de la technologie des semi-conducteurs wide bandgap. Il y a des abréviations SiC et GaN. C'est la carbure de silicium et la nitrure de gallium. Juste pour donner quelques paramètres clés pour cette technologie, nous avons la possibilité de réduire l'épaisseur des composants pour bloquer des tensions très élevées avec relativement peu de matière active, ce qui fait que dans cette petite couche qui est beaucoup plus petite que le silicium qui était utilisé jusqu'à présent, ça fait que nous avons la possibilité de commuter des courants avec des grandes fréquences. Nous avons aussi la possibilité de réduire la taille des semi-conducteurs. Troisième chose, c'est surtout la carbure de silicium peut aussi supporter des températures qui sont plus élevées. Ce qui fait que nous avons des applications qui sont réduites en taille. Ça veut dire, par exemple, pour les inverteurs, pour les convertisseurs DC, pour les onboard chargers, il y a des avantages qu'on peut utiliser avec ces produits, avec ces technologies grand gap, qui font que la taille des modules peut être réduite d'une façon dramatique. Vous voyez à droite des ordres de grandeur de réduction de l'ordre de 43% pour la taille d'un inverteur. Ça fait que déjà le composant lui-même, le module lui-même, il est plus petit, moins lourd, moins de matière à payer, hein, donc c'est moins cher. Et en plus, si vous avez la taille de la voiture qui peut être réduite, vous avez encore un gain dans le poids de la voiture elle-même. Parce que vous avez toujours, et ça c'est Rémi qui me l'a expliqué, vous avez toujours le souci d'avoir assez de place pour les passagers et pour les valises. Si vous avez la possibilité de réduire la partie motorisation, vous gagnez davantage. Donc il y a plein d'avantages qui arrivent avec cette nouvelle technologie, mais aussi beaucoup de challenges, et on va arriver avec ça un peu plus tard dans une slide qu'on va montrer après. Peut-être tu passes au prochain slide. Donc là, vous voyez encore quelques avantages de la carbure de silicium par rapport au silicium. Vous avez moins de pertes dans la computation, comme je disais tout à l'heure. Vous avez des réductions dans le poids, dans la dimension, de la température. Donc ça, c'est des exemples pour faire par exemple un petit module de carbure de silicium qui aujourd'hui est encore dans une forme, disons, un peu standard, et on va aussi
peut-être discuter sur qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ces nouvelles technologies. On a une vraie rupture dans la partie technologie semi-conducteur, mais aussi dans la partie packaging qui va. Prochaine slide. Voilà, ça c'est un slide qu'on va se partager entre Rémi et moi. Il y a, et ça c'est Rémi qui l'a montré aussi tout à l'heure en introduction pour le marché, il y a les 48 volts, mais aussi pour les voitures purement électriques, la partie 400 volts, la partie 800 volts, la partie 400 volts pour le mainstream. Là, on parle de certaines réductions de pertes dans les cycles de test des voitures aux alentours de 3%. Il y a aussi l'application à 800 volts où évidemment le gain va être plus important parce que vous avez aussi la possibilité de réduire les courants, donc évidemment carré sans réduire. Rémi, quelque chose à rajouter? Oui, donc merci Lorraine. En réalité, donc ces performances augmentées par réduction des pertes. Alors, sur un véhicule électrique, se traduira par une réduction du CO2 en fonction de la façon dont l'électricité est produite. Mais pour l'utilisateur final, ça se traduit directement par soit de l'autonomie plus importante, un véhicule donné, ou quand on construit le véhicule en mettant moins de batterie pour faire la même autonomie. Donc un enjeu très important d'utiliser ces composants grand gap. Et puis pour le constructeur automobile, donc comme tu l'as indiqué, une capacité plus grande et donc une capacité à mieux intégrer ça dans le véhicule. On peut passer à la planche suivante. Donc tout ce qu'on vient de vous montrer a des conséquences très importantes. Le power electronics donc devient un enjeu business très élevé, puisque si on passe d'une part de marché européenne actuelle de 13% à 100%, on a fait une traduction au premier ordre, hein, donc ça doit être vrai à plus ou moins 20%. On est en train de parler d'un marché sur le power électronique embarqué, qui aujourd'hui est de l'ordre d'1,6 milliard, qui passerait donc de 1,6 milliard à 10,5 milliards. Alors pour que vous ayez aussi un petit peu ces sortes de grandeur, aujourd'hui, eh bien, le power électronique d'un véhicule électrique, ça représente à peu près entre 80 et 110% du coût d'un moteur essence complet. Donc ça, c'est pour vous montrer quand même la valeur qui va avec. Dans le cas de l'hybride, puisqu'on n'a pas de chargeur embarqué, et selon si on est en 48 volts ou des tensions plus élevées, c'est une proportion plus faible du coût d'un moteur à essence complet, hein, mais c'est déjà significatif. Donc là, on est bien vraiment en train de parler de systèmes qui sont à très forte valeur et qui conduisent donc à faire, comme mentionné plus haut, une ambition raisonnable serait que l'industrie française emporte au moins le quart de ce marché européen, donc 2,5 milliards. Si on traduit ça en termes d'emploi, sur la sphère purement automobile, là on n'a pas compté l'impact sur la filière électronique, c'est au premier ordre aussi 4 000 emplois entre la R&D et la production. Donc quelque chose d'extrêmement important. Et du coup, je vais aussi repasser le relais à Joren pour qu'il parle de la filière électronique. Prochaine slide. Là, on voit un peu sur le marché ce qui est important pour nous. Il y a pour la partie électronique. Je dis bien. On a là des indications sur l'évolution du marché pour les différentes applications, surtout semi-conducteurs. Et on voit bien la partie en vert, c'est la partie power, qui est la partie c'est la plus importante, pas uniquement parce qu'il y a la transition vers la mobilité électrique, mais il y a aussi beaucoup d'autres applications qui ont besoin de l'élément d'électronique de puissance dans l'industrie. On a des nouveaux chargeurs pour les
téléphones portables et pour les PC qui vont arriver suite aux évolutions dans la technologie GAN. Nous allons aussi avoir beaucoup de gens qui vont mettre plein de différentes dans la maison qui ont besoin un peu d'électronique de puissance pour finir à réduire la consommation de l'énergie de façon drastique. On voit ça déjà dans certains pays que la consommation de l'énergie électrique est en train d'être réduite malgré une augmentation de PIB qui est quand même en train de se faire. Ça, c'est juste un rappel des points qu'on a déjà discuté tout à l'heure. Donc, la transformation, elle est très rapide. On va avoir certainement des érosions de prix, malheureusement. Ça, c'est pour nous, pour les semi-conducteurs. Mais intrinsèquement, on pense qu'à terme, les technologies vont s'approcher l'un par rapport à l'autre pour arriver avec une bonne compétitivité entre les différentes technologies. Aujourd'hui, ce qu'on peut déjà faire, c'est même si les composants nouvelles technologies et semi-conducteurs sont encore chers, déjà dans les applications qui sont vues à gauche, on peut voir qu'il y a des avantages de l'utiliser pour réduire davantage le poids et la taille des systèmes dans les voitures. Bien évidemment, c'est surtout un avantage quand on a besoin de réduire le poids et la taille. Dans d'autres applications, on va encore avoir des utilisations de silicium pendant assez longtemps. Prochaine slide. Avec notre ami de Vitesco, Laurent Malassis, qui est aussi en ligne et qui est aussi disponible pour répondre à des questions. Nous avons regardé dans notre groupe de travail un peu la value chain et les différents points sur lesquels il faut surtout travailler pour les différentes technologies. D'abord pour les semi-conducteurs, donc on voit ici à gauche silicium, silicium et GaN. Il y a encore du travail à faire pour le silicium. Donc, on a parlé beaucoup de wideband. Le silicium, comme je disais, reste encore très important. Il y a la partie power module, packaging, et finalement, en dehors de ce qui concerne mon industrie, semi-conducteurs, il y a aussi d'autres industries qui sont importantes. C'est tout ce qui concerne les capaciteurs, les selfs, les transformateurs, donc les passifs, où on a une grande influence de l'évolution de la technologie semi-conducteur vers les passifs. Donc là, il y a beaucoup de place qui est prise, par exemple, par les capaciteurs. Il faut qu'il soit réduit en taille, il soit capable de supporter les températures que nous avons avec les nouvelles technologies semi-conducteurs. Je parlais tout à l'heure du carbure de silicium. On a la possibilité d'aller à des températures qui sont au-delà de 200 degrés, ce qui évidemment a aussi des influences sur les autres composants et les autres modules. Nous avons sur cette slide-là beaucoup de points rouges, beaucoup de points verts, beaucoup de points jaunes. Je ne vais pas aller dans tous ces détails-là, mais un des points peut-être qui est vraiment très important, c'est ce qui concerne la qualification. Il faut avoir des standards pour tout ce qui est validation, qualification. Mais au-delà de là, les standards sont des outils de combat, de se combattre avec la compétition ailleurs dans le monde. Donc, c'est très important aussi de ne pas oublier, à part des problèmes technologiques qu'on a, il faut aussi se pencher sur comment est-ce qu'on peut défendre sa place à travers de la définition de nouveaux standards. Prochaine slide, peut-être. Donc, on va de la partie technologique jusqu'à la partie intégration de la voiture dans la voiture. Donc, il y a la partie technologie, power module, manufacturing, qualification, intégration de la voiture. Et le dernier point sur cette slide à droite, c'est aussi très important, c'est le recyclage. Je pense de plus en plus, on va nous demander d'être capable de réutiliser des composants, des matériaux. Aujourd'hui déjà, si on fait une société comme Apple, ils réutilisent les smartphones et ils retirent de ça plusieurs tonnes d'or pour leur travail. Donc, quelquefois, c'est moins cher de chercher les minéraux et
les matières dans ce qui est ancien que dans le nouveau. Ça veut dire, par exemple, pour extraire de l'or de la terre, on met plusieurs dizaines de milliers de dollars. Pour l'extraire d'un smartphone, même quantité, c'est plutôt dans les 1000, 5000 dollars. Donc, juste pour vous donner une idée sur cette opportunité, il ne faut pas la perdre de vue. C'est intégration véhicule. Rémi, je te passe de nouveau le flambeau. Comme ça, tu peux peut-être terminer sur cette présentation. Oui, merci Joren. Bon, donc les différents champs qui sont indiqués ici, nous avons mis en place un groupe de travail qui est sur les deux filières, donc filière automobile, filière électronique, de façon à ce qu'on puisse adresser chacun de ces plans. Comme Joren l'a montré, la transformation des perspectives apportées par les nouveaux composants nécessite de s'organiser pour faire des standards, des qualifications, et donc le groupe de travail en question est en train de cadrer tout cela de façon à ce qu'on puisse faire cette grosse mutation qui, comme vous l'avez compris, est pour tous de nouveau, et on souhaite que la France joue sa part principale. Donc on va passer à la toute dernière planche avant de prendre vos questions. Nous, ce que l'on dit, c'est que en France, toutes les compétences sont réunies, donc il y a le potentiel. On a un grand consensus des parties prenantes pour une belle opportunité française. Donc on a un écosystème français à la fois entre industrie et recherche qui est dans la course aujourd'hui, mais il ne va pas le rester longtemps si on n'accélère pas. Hein. Vous savez très bien que l'Asie est en train de prendre une part de plus en plus importante sur toutes ces technologies. Donc c'est vraiment le bon moment pour un projet ambitieux. Comme on l'indiquait, il y a une forte croissance qui est également porteuse d'emplois. Donc notre projet commun, c'est d'associer le maximum d'acteurs français qui s'y intéresseront. Et on a une bonne écoute de la Direction générale des entreprises au ministère de l'économie pour soutenir un projet ambitieux. Voilà. Pour la présentation, je propose qu'on passe aux questions-réponses et puis je vous exposerai les prochaines étapes que nous envisageons pour passer à l'action. Un grand merci à tous les deux, Rémi et Joren. Et donc, nous avons déjà reçu quelques questions et comme convenu, je laisse à Geoffroy le soin de les modérer et de vous poser les questions dans l'ordre de priorité qu'il aura défini. Geoffroy, c'est à toi. Oui, merci. Donc, on a une première question qui traite de la densité thermique qui n'a pas été évoquée. Joren, peut-être, si tu peux nous en dire un peu plus. Alors, la densité thermique, vous voulez dire combien de calories par mètre cube? Alors, sur la thermique, je ne sais pas exactement répondre à la question, donc je vais essayer de répondre un peu différemment. On a avec les composants de nouvelle génération, la carbure de silicium, la possibilité d'augmenter la température. Ça, c'est la première chose. Donc, ça veut dire pour les mêmes pertes, si on a le même nombre de pertes, on peut, par exemple, faire un refroidissement qui n'est pas avec de l'eau, mais qui est avec de l'air. Ça, c'est la première chose. La deuxième, on peut distribuer les composants un peu différemment. C'est peut-être pas nécessaire de faire un module qui fait un refroidissement centralisé, mais on peut le faire aussi d'une façon un peu décentralisée et mettre les composants à différents endroits. Le troisième, c'est avec ces composants qui sont plus minces, on a aussi moins de pertes en commutation et en conduction. Ça veut dire soit je laisse la taille telle qu'elle est et j'ai moins de pertes parce que j'ai moins de résistance, ou je fais plus compact. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à dire quelle est la densité thermique de cet ensemble. Ce que je peux dire, c'est tout ça donne la possibilité de jouer sur différents paramètres pour soit réduire la taille, soit réduire les pertes.
ça dépend toujours de la façon comment on l'intègre dans un véhicule. Si on a la place, on peut laisser un peu plus de place et avoir moins de pertes. Et donc, c'est moins chaud. Merci. Sur le sujet du refroidissement, est-ce que l'utilisation d'une huile diélectrique, alors attendez, d'une huile diélectrique plutôt qu'un refroidissement indirect à l'eau glycolée serait un sujet qui mériterait de s'y intéresser? Ouais, je veux pas répondre à des questions comme ça si détaillées parce que dans la solution technique, il y a toujours un avantage qui va être présenté par celui qui a eu cette idée. Dans le cadre de notre travail dans les pôles, je pense ce qu'il faut maintenant, c'est que la communauté réfléchisse sur qu'est-ce qu'elle peut apporter, qu'est-ce qu'elle pense peut être l'avantage pour la technologie et aussi pour le business à long terme. Est-ce que c'est quelque chose qui est vivable ou pas? Moi-même, je peux pas juger comme ça sur cette question parce qu'il y a tellement de paramètres. Éventuellement, je n'ai même pas besoin de faire un refroidissement avec de l'eau ou avec de l'huile. Je peux peut-être faire directement un refroidissement à air parce que je suis très proche de l'extérieur, parce qu'il y a des standards qui me permettent d'augmenter la température qui est proche des gens qui manipulent l'ensemble. Je propose que on se limite à dire il y a une opportunité de développer des choses. S'il vous plaît, proposez vos projets, vos idées, et on va essayer de voir comment on peut vous aider à en faire un business compétitif. Oui, peut-être pour prolonger ce que dit Joren, je ferai pour prolonger ce que dit Joren, mais on le verra dans les next steps. On va procéder par challenge, hein, donc qui peut être par exemple de faire un onduleur plus compact de 40%, un DC-DC sans refroidissement. Donc, on va procéder par challenge et après, je pense que tous les acteurs qui ont de bonnes idées, même ma foi, ils seront sollicités pour emmener des choses. Et à chaque fois, il faut qu'on s'assure bien que ce qu'on gagne d'un côté, on ne va pas le perdre d'un autre, quoi. Très bien, merci Rémi. Une question alors spécifique au slide 13 où il me semble qu'on présentait les différentes technologies silicium, GaN et carbure de silicium. Et donc sur quelle technologie est-ce que les fabricants français sont-ils positionnés? Il y a surtout ST Microelectronics qui est un grand fabricant franco-italien pour des semi-conducteurs. Il y a d'autres concurrents à nous qui sont aussi en Europe qui travaillent sur ces technologies. Nous, ST, on a les trois technologies, silicium, carbure de silicium et GaN. Dans le temps, dans le passé, on a fait beaucoup de silicium. On a par exemple des MOSFET qui sont très élaborés, etc. Donc ça, c'est utilisé dans les machines à laver, dans les voitures, c'est utilisé partout. Aujourd'hui, dans des applications voitures électriques, on voit apparaître la carbure de silicium. Aujourd'hui, le souci, c'est de réduire les coûts, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, on essaie d'augmenter la taille des wafers. Ce qui est fait dans notre société, qui se trouve sur le sol français et sur le sol italien. Donc, il y a des développements qui sont faits sur les deux pays. On a acheté des gens qui nous fournissent la matière qui est en Norvège. Donc, oui, on est une société qui appartient partiellement à l'État français, mais on est une multinationale. Donc, déjà, c'est difficile de dire c'est uniquement en France où on le fait. On le fait déjà un peu à l'échelle internationale. Mais c'est une société française. Peut-être pour compléter, je pense qu'effectivement, sur ces wide band gap,
la France, c'est, comme je disais dans la partie conclusion, est bien positionnée. Alors, il y a quand même aussi des laboratoires, hein. On peut penser au CEA, entre autres, qui est un partenaire de longue date de la filière électronique. Donc, sur le SIC, je suis compléter ce qu'a dit Yoron, ST est, je pense, une bonne référence puisque vous avez obtenu un marché chez Tesla, hein, pour des applications. Donc, ça montre que vous êtes un acteur reconnu. Et sur le GAN a été développé beaucoup en France. Et il y a une start-up qui s'appelle Hexagan dans laquelle ST vient d'investir également, qui est donc très important. Donc on a, je pense, vraiment les bons fondamentaux. Après, il faut il faut transformer l'essai, quoi. Mais on a vraiment, à la fois au niveau industrie et au niveau laboratoire, on a vraiment les bonnes bases nécessaires pour cette mutation qu'on a partagée ce matin. Merci Rémi, merci. Oui. C'est vrai, on a aujourd'hui, par exemple, un programme qui s'appelle Nano 2022, dans lequel on est aussi en train de développer vraiment la filière industrielle du GaN, pouvoir produire sur le sol français des composants GaN. Donc on a avec notre industrie en France la possibilité de gagner des parts de marché importantes. Merci. Une question alors beaucoup de questions en fait sur comment finalement intégrer ce CSF pour apporter par exemple des compétences sur tout ce qui touche au packaging ou encore à la fiabilité. Est-ce que c'est un groupe qui est ouvert ou comment est-ce qu'il fonctionne? Le groupe, dans un premier temps, comme on l'a indiqué, c'était le résultat d'une coopération entre les deux filières, donc la filière automobile, la PFA, et la filière électronique. Donc je pense que Gilles Rizzo doit être également avec nous. Et donc la filière électronique, elle, est bien partie prenante de ça. Ce qu'on est en train de faire dans ce premier groupe, hein, pour cadrer les choses, on est en train d'établir une cartographie des acteurs et le webinaire de ce matin est fait pour que vous connaissiez cette initiative qui démarre. Je le présenterai tout à l'heure dans les next steps. Donc, on est en train de cadrer finalement une initiative qui sera ouverte à la totalité des acteurs français qui veulent y contribuer, avec des actions qui seront très compétitives. Yoron a parlé de standards. Les standards, c'est bien fait pour servir tout le monde, les compétences, mais également, je l'ai évoqué aussi, des challenges pour faire des applications. Et là, ce sera ouvert à des sortes de challenges, de concours, hein, pour que les différents acteurs puissent proposer leurs solutions. Donc la réponse est oui, c'est bien fait pour être ouvert à tous les acteurs qui souhaitent y contribuer. Peut-être pour rajouter là-dessus, on a commencé à travailler avec la PFA, avec l'Axiel, ça c'est la Fédération des composants électroniques. On a aujourd'hui cette initiative avec les 4 pôles. On a également pris contact avec ceux qu'on connaît déjà pour les informer là-dessus, dans les différentes régions, à Lyon, à Toulouse, dans le nord à Valenciennes, etc. On veut exclure personne pour travailler sur ce domaine-là parce qu'on pense que il y a beaucoup de savoir-faire, une intelligence dans le cloud qu'il faut un peu animer, un peu motiver pour travailler ensemble. Il y a les différents coins de la France qui travaillent sur ce sujet et qui doivent peut-être être plus fédérés pour profiter de notre compétence, de nos compétences communes pour arriver à créer une vraie force. Merci. Une question maintenant sur la standardisation. Est-ce qu'il y a des groupes de travail sur ce sujet et est-ce que ça se fait au niveau national ou au niveau européen?
Alors, je peux peut-être commencer, et Yoron peut compléter, notamment vu de la partie électronique. Donc, oui, il y a déjà des actions en Europe, et là, Yoron pourra les détailler. Dans notre groupe de travail, on a prévu effectivement de bien identifier les standards qui pourraient être nécessaires, sachant que vu du client final, la façon dont on va concevoir un onduleur ou un chargeur est invisible pour le client final. Donc, ce qui est important à chaque fois, c'est qu'on sache faire des technologies qui puissent être fabriquées à très grande cadence, qui soient robustes, qui soient fiables. Et donc, oui, cette partie standard fait partie du groupe de travail. Aujourd'hui, on n'a pas encore abouti à définir tous ces standards, mais ça fait vraiment partie du cœur du sujet. Et Yoron peut expliquer aussi qu'au niveau européen, il y a déjà des initiatives qui sont parties. Merci Rémi. Il y a notamment le Centre européen pour l'électronique de puissance, ECPE, qui a été créé surtout en Allemagne avec des partenaires qui viennent de l'industrie et de l'automobile et de l'électronique. Donc ça, c'est une initiative qui a été créée il y a quelques années, une dizaine d'années, et qui travaille étroitement ensemble avec, par exemple, la filière électronique en Allemagne et en France, avec le ZPI, avec la FIEC, mais aussi avec le VDA et la PFA. Donc il y a là un certain savoir-faire déjà pour travailler sur la qualification des composants grand gap. Ils travaillent étroitement ensemble aussi avec le JEDEC, qui est au niveau international actif. On a différentes activités qui sont lancées dans d'autres organismes pour influencer d'une façon mondiale, par exemple, la question qu'est-ce qui est automotive grade et qu'est-ce qui n'est pas. Comment gérer cette question, qu'est-ce qu'on peut mettre dans la voiture. Donc, la question de fiabilité, la question de Merci Yoren. Alors juste, je rappelle pour les personnes qui nous ont rejoints, surtout coupez bien votre micro, mis à part les intervenants. On a de l'écho. Merci. Une question maintenant sur la formation et la transformation des compétences, notamment pour la filière aval et la réparation. Est-ce que vous l'intégrez dans le groupe de travail? Oui, disons, sur les compétences, il y a tout un groupe de travail qui est actuellement en train de regarder quels sont les points sur lesquels il faut appuyer. Il y a la partie amont, la partie aval. C'est certainement très important d'avoir sur la partie garage, sur la partie maintenance, les personnes qui sont habilitées à travailler sur ce genre de voiture. La Rémi, c'est certainement mieux de me dire ou nous dire ce qu'il faut avoir, mais j'ai compris que quelqu'un qui veut changer une fusible pour une radio dans la voiture électrique doit aussi avoir l'habilitation pour toucher 1000 volts. Rémi, on m'a entendu? On t'a bien entendu, Oui, Yoren. oui, donc c'est électrique. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, Rémi, merci. Oui. Ok. Oui, oui, donc alors, effectivement, ça fait écho à une autre question que j'ai aperçue dans le fil. Est-on certain de cette flambée de l'électrique? En fait, c'est pas le véhicule électrique lui-même dont j'ai parlé, hein, c'est bien l'ensemble de l'électrification des ventes, du mal d'hybride jusqu'au véhicule électrique. Alors, tant qu'on est en deçà de 48 volts, une voiture, elle est rigoureusement comme aujourd'hui. En revanche, dès lors qu'on est sur des tensions qui dépassent les 48 volts, comme le dit Yoran, oui, il y a tout un tas de précautions nécessaires pour protéger les intervenants. Et donc, on a un axe compétences là, qui fait partie des groupes de travail que l'on travaille. Alors, sachant aujourd'hui, pour votre information, que quand on cherche à recruter des ingénieurs ou des techniciens ayant une compétence en électronique de puissance,
c'est pas facile à trouver. C'est-à-dire que finalement, tout le dispositif académique n'a pas été sollicité pour les préparer, donc c'est aussi un gros défi. Mais encore une fois, à partir du moment où des gens ont des formations de généralistes, on peut compléter cette formation en apportant cette couche concernant l'électronique de puissance. Et pour nous, c'est un enjeu qu'on a placé au cœur du dispositif. Et comme vous l'indiquez, il faut vraiment prendre toute la filière, hein, de la conception jusqu'à l'après-vente. Donc ça fait vraiment partie des choses qu'on souhaite couvrir. Pour rassurer les gens qui sont aujourd'hui en place, qui travaillent sur les voitures traditionnelles, c'est un grand souci de pouvoir les former pour qu'ils puissent aussi travailler avec ces nouvelles formes de mobilité. C'est très important. Donc, les gens qui font du packaging d'un moteur thermique peuvent aussi faire le packaging d'un moteur électrique. Merci. Plusieurs questions qui reviennent également sur la place des PME dans cette action et comment les associer. Oui, ben c'est bien pour ça qu'on a choisi de faire ce webinaire par les pôles de compétitivité. Alors, je connais plus Moveo dans le détail que ceux de mes collègues, mais on a un très grand nombre de membres qui sont des PME. Je pense qu'il y a de la place à la fois pour la partie innovation et le cas échéant, ce qu'on a déjà fait dans d'autres domaines. Comme vous avez vu qu'il y a une forte montée en puissance du marché, ça peut être aussi l'opportunité pour certaines de ces PME de former des groupements de façon à avoir une taille critique qui leur permettrait de fournir les volumes qui vont être importants, hein. Donc oui, les PME, on les considère sur ces deux plans. Donc innovation pour qu'elles puissent apporter des choses en rupture. Et puis quand elles sont sur des niches avec des volumes plus faibles, eh bien une opportunité pour elles de se regrouper pour pouvoir avoir une force de frappe plus grande et adresser donc un marché qui, comme je l'ai indiqué, l'Europe, hein, ça va faire quand même, alors selon comment ira l'économie, mais en gros, une quinzaine de millions de véhicules par an quand même, hein. Donc autant d'onduleurs et de DC. Merci. Et il y a beaucoup juste pour rajouter à cette question de PME, si on regarde dans le passé qui a fait les développements pour les voitures électriques jusqu'à présent, il y avait beaucoup de PME qui ont apporté leur savoir-faire pour ce marché-là. Donc, je pense le tissu industriel des PME est très important et on ne peut pas du tout oublier. Et je pense dans les pôles et aussi dans des clusters européens, on a de plus en plus de soucis d'intégrer les PME dans les projets R&D. Alors, une question maintenant sur les kilowatts convertis par unité de volume. Est-ce que l'un d'entre vous aurait une courbe de progression? On a dans la présentation, je pense, du CTA, et peut-être Laurent il peut nous aider sur ce point-là. Je pense que c'était son slide, ou c'était celui de Valeo, je ne me rappelle plus. Mais on avait quelques targets. Alors, c'est clair que, donc Laurent Malassif, Tesco Technologies, donc c'est clair que l'introduction des wideband gap va permettre aussi de gagner en densité de puissance. Alors après, il y a toujours des compromis à trouver. Est-ce qu'on veut plus de refroidissement, plus d'efficacité ou plus de compacité? Donc voilà, donc il y a des chiffres qui peuvent varier on va dire de 1 à 5, et en fonction du compromis qu'on va choisir, soit très petit mais peut-être toujours refroidi par liquide, ou un peu plus gros et à ce moment-là avec une meilleure efficacité et refroidi par air. Donc voilà, il y a des compromis à trouver, mais c'est clair que le wideband gap va permettre des gains en densité de puissance. Merci. On parle également beaucoup de l'Airbus des batteries. Est-ce que cette initiative a vocation à faire un lien avec cet Airbus des batteries?
Alors, oui, enfin, c'est pas indépendant, évidemment. Simplement, l'Airbus des batteries va vraiment être concentré sur la voiture électrique. Donc ça, c'est un sous-ensemble de tout ce qu'on a montré. Mais il n'y a aucune voiture électrique qui fonctionnera si elle n'a pas d'électronique de puissance, hein. Donc oui, il y aura un lien. L'autre lien, c'est que l'Airbus de la batterie, lui, il a été créé en réaction, hein. C'est-à-dire, pour ceux qui ne le savent pas, les batteries lithium-ion sont nées en France au niveau technologique, mais ont été fabriquées à 100% en Asie. Et là, l'ambition qu'on a, c'est que là aussi, sur l'électronique de puissance, il y a des choses qui sont, je pense aux GaN, qui ont été beaucoup développées en France. Et l'ambition, c'est que au lieu d'envoyer tout ça en Asie en fabrication pour quelques années après entamer un Airbus de l'électronique de puissance, et c'est les discussions qu'on a avec le ministère de l'économie, de l'industrie, à partir des technologies qui sont dans Pas mal. alors, je ne sais pas si ce sera un IPCEI, en tout cas, on est en train de regarder les puissances qu'on a décrites tout à l'heure. Merci. On a quelques soucis de connexion avec toi, Rémi. Je vous propose de clôturer là la session des questions-réponses. Il y a une conclusion qui permettra, en plus de répondre à quelques questions, on a quelques questions qui nous demandent comment on s'inscrit dans le cadre de cette initiative intéressante, comment on participe, comment on contribue. Donc Rémi, justement, c'était l'objet de ta conclusion pour les prochaines étapes. Oui, merci Marc. J'espère que vous m'entendez. Donc, alors, Oui. les prochaines étapes, comme je l'ai indiqué, donc ça, c'est une action conjointe entre les deux filières, donc la filière automobile et la filière électronique. Donc, on est en train, dans le groupe de travail qui a produit la présentation que vous avez vue, mais qui est un résumé. Donc, on est en train de cadrer, de structurer un plan d'action qui s'oriente entre des choses pré-compétitives comme les compétences, la qualification des composants, les standards, en fait tout ce qui peut être mutualisé, et puis des choses compétitives, donc les applications industrielles, ainsi que ce qu'on a déjà commencé à faire, c'est quel type de soutien on pourra demander au pouvoir public au niveau national et au niveau européen. Donc ce plan d'action, lui, il va être validé au niveau du comité technique automobile qui a lieu le 9 juin, de façon à ce qu'on s'accorde bien sur le contenu de ce plan d'action. Et immédiatement après, on ambitionne de lancer un challenge, comme on l'avait fait il y a quelques années de ça sur le véhicule 2 litres au 100. Ce challenge sera ouvert absolument à tous. Et puisqu'on est ce matin dans le cadre des pôles de compétitivité, je pense qu'on s'appuiera une fois de plus beaucoup sur les pôles, de façon à ce que chaque acteur, PME, laboratoire, ETI, puisse s'inscrire à ces challenges. Et simultanément, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on construit un contrat avec les pouvoirs publics de façon à ce qu'ils puissent soutenir cette initiative. Donc vous serez tous en mesure de vous connecter. Et je pense que le meilleur moyen de vous connecter, ce sera via les pôles de compétitivité. Merci Rémi. Je propose donc de conclure là. On a pas mal de questions sur la disponibilité des slides. Rémi, Jochen, peut-on transmettre la présentation aux participants ? Absolument, elle est faite pour ça. Donc, pour votre info, le webinaire a été enregistré, donc il sera disponible en replay dès demain sur les sites des pôles de compétitivité, ainsi que la présentation. Et donc, tous les inscrits recevront une petite notification pour leur indiquer le lien. Voilà. Donc, il me reste juste un petit point supplémentaire sur les contacts. Donc, il y a les pôles, mais je pense qu'il y a aussi les ARIA, il y a aussi les gens dans les fédérations, donc dans la PFA avec Jean-Luc Brossard ou dans l'Axiel avec Gilles Rizzo. Je pense que c'est ces gens-là avec qui on travaille en équipe étroite
Et c'est différents points d'entrée qui sont disponibles. Donc, si quelqu'un est intéressé, il n'y a pas de problème de contacter un parmi nous ou de contacter une des filières. À mon avis, il va trouver l'entrée. C'est la bonne conclusion. Les pôles et ARIA sont à votre disponibilité. Encore merci à tous. Merci surtout à Rémi et Joren pour la présentation. Et à bientôt pour suivre cette initiative et avoir le maximum de réponses au challenge qui sera lancé à partir du mois de juin.